et merci de faire l'effort d'assister à cette table ronde. Vous avez quand même la chance d'avoir les deux vedettes de LCI autour de moi. C'est pas si courant, puisque ce sont deux commentateurs réguliers de LCI, tous les 2-3 fois par semaine, à commenter la guerre en Ukraine. Cet horrible conflit inattendu qui bouleverse la géopolitique mondiale, qui va mettre en place un nouvel ordre qui était tout à fait inattendu. Voilà. Alors, il se trouve que je connais très bien ces deux auteurs, Christian Maigrelis et Pierre Ménat, et qu'ils ont tous les deux une très grande légitimité pour s'exprimer sur ces sujets. C'est pour ça que les médias leur demandent beaucoup leurs avis, puisque Christian Maigrelis était conseiller de Mikhaïl Gorbatchev en 1990. Il a connu Vladimir Poutine à l'époque. Et Pierre Ménat, ancien ambassadeur de France en Pologne, Roumanie, Pays-Bas, Tunisie, a été le grand spécialiste de l'Europe et le conseiller de Jacques Chirac et d'Alain Juppé sur ces sujets-là. Donc voilà, vous avez quand même les deux pointures, deux experts dans leur domaine. Je vais commencer peut-être par Christian Maigrelis, en lui demandant un petit peu, déjà qu'il se présente, qu'il présente un petit peu comment il est devenu conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. Bonjour et merci de nous écouter au cours de cet après-midi bien agité, mais sympathique, et je trouve ce salon particulièrement bien fait, bien conçu, et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous sur ce sujet qui m'est cher et qui m'est proche depuis pas mal d'années. C'est que va devenir ce monstre qu'on a appelé l'Union soviétique et qui a engendré cet autre monstre qu'on appelle aujourd'hui la Russie. Je dois dire que j'ai été très longtemps allergique au système totalitaire, à l'autocratie, au parti communiste, et que je n'ai accepté d'aller découvrir l'Union soviétique que quand j'ai compris qu'elle était terminée. Et quand j'ai compris qu'elle était terminée, c'était la chute du mur de Berlin. Et à partir de ce moment-là, les gens qui m'encourageaient à aller explorer ce territoire, alors que j'étais très content avec l'Amérique latine, avec l'Europe, avec l'Asie, avec le Japon, les gens qui m'ont encouragé à y aller m'ont permis de rencontrer des personnages tout à fait exceptionnels, puisque j'ai été introduit directement à l'Académie des sciences de l'URSS, qui était quelque chose que l'on considérait dans le monde entier comme extrêmement important, aussi bien dans le domaine des sciences que dans celui de la politique. Et je suis économiste et ingénieur de formation. J'ai donc très naturellement été orienté vers la section économique de l'Académie des sciences de l'URSS. Nous étions là en 90, et à cette époque-là, l'Académie des sciences de l'URSS bruissait d'un vent de libéralisme. Les économistes qui étaient là étaient des jeunes gens qui avaient décidé que le système fermé de l'économie assistée, de l'économie obéissante, comme on disait à l'époque de l'URSS, allait à la catastrophe, et qu'il fallait redonner à l'économie soviétique la liberté, la libéralité, si je puis dire, dont elle avait besoin. Et je suis arrivé justement à ce moment-là. J'ai rencontré une demi-douzaine de gars qui publiaient beaucoup aux États-Unis et en Europe sur ce thème-là. On s'est tout de suite entendu et j'ai été embarqué dans leurs travaux. Voilà comment les choses ont commencé. Voilà. Merci Christian Maigrelis. Donc là, maintenant, je vais demander à Pierre Ménat de se présenter, de rappeler en quelles années il a été auprès du président Chirac et d'Alain Juppé comme conseiller Europe. C'est vraiment le spécialiste de l'Union européenne. Il a publié notamment un genre de trilogie sur l'Union européenne,
France cherche Europe désespérément, puis 10 questions sur l'Europe post-covidienne, et là l'Union européenne et la guerre. Donc Pierre Ménard, en quelles années étiez-vous proche du président Chirac et d'Alain Juppé? J'étais au cabinet d'Alain Juppé de 93 à 95, puis ensuite j'étais son directeur au ministère des Affaires étrangères plusieurs années plus tard. Et j'étais auprès du président Chirac tout à fait au début de son premier mandat, de 1995 à 1998. Et puis ensuite, je l'ai retrouvé comme directeur, là aussi, parce que le président de la République emmène en fait les directeurs, enfin le directeur d'Europe dans ses voyages. Donc moi j'ai retenu, après j'ai eu d'autres postes d'ambassadeur, comme l'a dit Guylaine, on peut y revenir si vous le souhaitez. Je voudrais vous faire part de ma réflexion en quelques mots, parce que, bref, j'ai retenu la leçon de la table ronde précédente, on ne retient que quelques mots et quelques minutes. Donc je retiendrai moi peu de choses. L'ordre international est en pleine reconstruction. La guerre d'Ukraine a été, alors, certains peuvent dire c'est la cause, d'autres c'est le signe d'une reconstruction de l'ordre international. Et en fait, je trouve que c'est un peu schématique de dire, comme on l'entend souvent, qu'il y a eu 45 et 2022. En fait, il y a eu 4 phases. Il y a eu d'abord 45-89, où là c'était les deux blocs, c'était ce qu'on appelle l'ordre de Yalta. Ensuite, 1989 jusqu'en 2003, jusqu'à la guerre d'Irak, là c'était l'ordre américain, le leadership américain. Ensuite, entre 2003 et 2022, c'était un ordre sans repère. Et puis là, c'est un ordre maintenant depuis 2022, où on voit se reconstituer des blocs qui ne sont pas les mêmes. Alors on pourra les présenter comme on voudra. Si vous voulez, ça peut être les démocraties contre les dictatures, ça peut être le Nord contre le Sud, ça peut être les Occidentaux contre les autres, mais il y a une recomposition et dans laquelle il faut bien voir que l'Occident est mis en cause. Et c'est un élément du deuxième aspect de ma réflexion. À partir du moment où l'Occident est remis en cause, il faut se demander dans cet Occident, au sein de cet Occident, quel est le rôle de l'Union européenne. Parce que cette Union européenne, aujourd'hui, dans l'esprit général, comporte quand même environ 450 à 500 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'Occident. L'Occident tout compris, c'est 1 milliard d'habitants à peu près. Donc l'Union européenne représente la moitié. L'Union européenne a certaines valeurs, bien sûr, a certaines valeurs en commun avec d'autres pays occidentaux, la démocratie, l'économie de marché, mais on peut penser, en tout cas moi c'est ce que je propose, que l'Union européenne joue son propre rôle, qui évidemment suppose qu'elle ne soit pas alignée sur un des blocs. Or les deux blocs qui se constituent aujourd'hui sont les États-Unis et la Chine. La Russie n'est qu'un aspect de cette répartition. Et donc moi je propose dans mon livre un certain nombre de travaux d'Hercule, c'est le cas de le dire parce qu'ils sont difficiles pour l'Union européenne, à savoir bâtir une défense commune. Je propose un schéma que j'ai déjà présenté dans d'autres livres et que je développe aujourd'hui, à savoir une union politique et de sécurité. Je propose aussi de traiter le problème migratoire, de bâtir de futures relations avec la Russie, de traiter le cas des élargissements qui sont un risque, parce qu'on se lance dans des élargissements, c'est un risque, et de parler de souveraineté européenne, qui est-ce qui l'incarne et dans quel domaine. Merci Pierre Ménard. Alors je vais revenir à Christian Pécrellis, puisque vous avez assisté au naufrage de l'Union soviétique, c'est d'ailleurs le titre de votre livre. Donc en fait vous avez connu les oligarques au début de leur fortune, vous avez assisté à tout ça, vous avez connu Vladimir Poutine dans ses débuts. Donc à l'époque, quand vous conseillez Mikhaïl Gorbatchev, quel souvenir gardez-vous de l'ambiance de ces années 1990? Écoutez, pour moi, ça a été la plus grande époque de ma vie professionnelle, de vivre ces années-là, parce que
grâce à l'Académie des sciences, j'ai été assimilé au groupe des économistes qui travaillaient sur la libéralisation de l'URSS, de l'économie de l'URSS, et j'ai pu par conséquent influer sur les projets du ministère des Finances et surtout sur les projets du président Gorbatchev, pour lequel l'économie n'avait aucun sens. Pour un bon communiste traditionnel, l'économie était obéissante, on disait c'était l'intendance suivra. Voilà. Ce qui est le cas encore aujourd'hui pour M. Poutine, c'est l'intendance suivra. Donc aucune attention à l'économie. Et nous avons bâti avec le professeur Chataline, qui était le patron dans ce domaine, ce qu'on a appelé le plan des 500 jours, qui consistait à faire basculer l'économie soviétique en économie de marché en 500 jours. Et ce plan a été adopté par la Douma, et puis est arrivé derrière ça le coup d'État qui a renversé, qui a non pas renversé tout de suite, mais qui a affaibli Gorbatchev, qui a renforcé Yeltsin et qui a conduit à la révolution qui a été la chute et le naufrage de l'URSS. Et j'ai l'habitude de rappeler à mes amis russes, qui sont persuadés du contraire, que ce n'est pas Gorbatchev qui a fait naufrager, qui a fait couler l'Union soviétique, mais c'est Yeltsin qui a organisé dans le dos de Gorbatchev à la fin de l'année 1991 une conférence en Bélarus entre les trois premiers secrétaires du parti russe, du parti bélarusse et du parti ukrainien pour signer la dissolution de l'acte fondateur de l'Union soviétique qui avait été signé en 1922 par Lénine et qui est le fondement de l'indépendance ukrainienne. Parce qu'avant cet acte fondateur de 1922, l'Ukraine n'existait qu'en tant que région de l'Empire russe. Et donc à l'époque qui a précédé le coup d'État, l'ambiance était extrêmement positive. On a assisté à des élections qui étaient vraiment démocratiques, qui ont été les deux élections des deux premiers maires de Saint-Pétersbourg et de Moscou, Gavril Popov et Sobchak, qui ont été élus de façon totalement démocratique, et ça a été reconnu par la terre entière comme responsable de ces deux grandes villes. Et c'est comme ça que j'ai connu Vladimir Poutine, qui avait été convoqué par Sobchak, puisqu'il rentrait d'Allemagne de l'Est où il n'avait plus rien à faire, et qui a été embauché à la mairie de Saint-Pétersbourg comme responsable des activités internationales de la mairie de Saint-Pétersbourg. Et pour la petite histoire, Vladimir Poutine voulait constituer une fondation pour la renaissance de Saint-Pétersbourg, puisqu'on avait changé le nom de la ville. On venait juste de transformer Leningrad en Saint-Pétersbourg, et il voulait donc avoir une sorte de conseil international qui l'aide, et il avait déjà embauché dans ce conseil un grand prix Nobel d'économie, un des premiers prix Nobel d'économie, Vassili Leontiev, qui vivait aux États-Unis, et il m'a demandé si je voulais participer à cette association, et je lui ai demandé d'en parler avec Leontiev, et j'ai rencontré Leontiev à la suite de ça, qui m'a dit le plus grand bien de M. Poutine, et j'ai donc accepté de participer à ce comité pour la renaissance de Saint-Pétersbourg, qui est un comité qui a été dissous assez rapidement, puisque à la chute de Poutine et à l'arrivée de Yeltsin au pouvoir, Sobchak a envoyé Poutine au cabinet de Yeltsin comme représentant de la ville de Saint-Pétersbourg. Merci Christian Megronis. Alors je vais revenir à Pierre Ménard. Pierre Ménard qui a donc vécu, pas au moment de la CK en 51 quand même, mais il a quand même vécu une grande partie de la construction de l'Europe.
Et donc, puis-je savoir comment le président Chirac voyait les relations avec la Russie au moment de la chute de l'Empire russe? Est-ce que Chirac était partisan d'une amitié franco-russe? Voilà. Si vous pouvez revenir sur ce sujet-là. Jacques Chirac était un président qui connaissait très bien la Russie. Il avait appris le russe dans sa jeunesse. Il a même traduit, ce qu'on sait peu, il a traduit une grande œuvre littéraire en vers d'ailleurs de Pouchkine, Eugène Onegin. Il a fait une traduction française. Une petite anecdote que je vous raconte là, mais en fait, il avait 20 ans, Jacques Chirac. Il a présenté cette traduction à des éditeurs qui l'ont refusé, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup d'éditeurs nous refusent nos œuvres. Et en fait, du coup, 20 ans plus tard, Jacques Chirac est devenu Premier ministre. Et l'éditeur l'a appelé pour lui dire maintenant je peux publier votre traduction. Et là, il a refusé. Donc il avait une sensibilité, et puis vous savez que Jacques Chirac s'intéresse à l'histoire des civilisations. Alors, il y a une civilisation russe, et il a beaucoup de... Moi je me souviens d'avoir visité avec lui le musée de Saint-Pétersbourg, l'Ermitage, le grand musée, donc on a passé toute une journée. Mais simplement lui, nous on allait plutôt voir l'art classique, lui il allait voir les salles d'art chinois. Bon, toujours est-il qu'il avait de très bonnes relations avec Helsinki et voulait bâtir une relation. En revanche, je veux dire, avec Poutine, au début, ça ne s'est pas très bien passé. Pourquoi? Parce que Poutine était quelqu'un qui connaissait beaucoup mieux, comme ça a été dit, connaissait beaucoup mieux l'Allemagne, qui n'avait pas une sensibilité à la France, tellement. Donc il s'est plutôt tourné à l'époque vers Schröder puis Merkel. D'ailleurs Schröder, vous savez, ça a laissé des traces très longtemps. Maintenant, ce que Jacques Chirac aurait fait aujourd'hui, personne ne le sait, parce qu'on est entré dans une autre phase. Jusqu'à présent, on parlait, comme l'a dit Guylaine tout à l'heure, d'un monde de coopération où il y avait des relations, d'ailleurs moi j'en parle dans mon livre, des relations de coopération entre l'Union européenne et la Russie. Or, à partir du moment où il y a une violation de la Charte des Nations Unies, où il y a une invasion, on entre dans une autre période et personne ne sait, et je pense qu'aucun acteur, si prestigieux soit-il, ne sait comment on va en sortir. Je propose une voie, mais je ne sais pas si elle est réaliste. Merci, on peut peut-être prendre des questions, peut-être. Je voulais revenir sur l'actualité, cette sinistre guerre en Ukraine, avec cette surenchère des deux côtés, ces conflits qui semblent s'éterniser. Je vais poser une question un peu audacieuse à Christian Maigrelis, mais selon vous, quel est le moyen d'en sortir? Y a-t-il une issue et laquelle? Oui, pour le moment, je suis assez sceptique sur une issue, puisque ni Poutine ni Zelensky ne veulent discuter. Les Chinois ont essayé un peu, ça n'a pas marché. Le seul qui a réussi un peu, c'est Erdogan, mais c'était dans un domaine très particulier qui était celui des exportations et du commerce. Donc on a en face de nous deux ennemis opiniâtres. On a en plus de ça la naissance d'une nation, parce que l'Ukraine en tant que nation n'existait pas à l'époque de l'URSS. Et maintenant, en l'espace de 2 ans, on voit la naissance d'une nation nouvelle, ce qui est exactement le contraire du projet de Poutine qui s'obstine à dire que l'Ukraine n'existe pas et qui le répète sur tous les airs. On a donc d'un côté une Russie un peu asthmatique, avec une armée asthmatique également, qui utilise des moyens importants mais qui les utilise mal, et lesquels moyens sont pas très au point. On s'aperçoit qu'il y a un pourcentage d'échecs dans les lancements de fusées, dans les raids d'aviation, dans les prises d'artillerie, et de notre côté, une armée qui en veut, qui est l'armée d'une nouvelle nation, qui est la nation ukrainienne, qui y croit et qui bénéficie d'une aide infinie de notre part. Alors justement, je voulais revenir vers Pierre Ménat, parce que notamment dans son livre,
il consacre tout un chapitre à l'utilité, point d'interrogation des sanctions, et justement au rôle de l'Union européenne, celui qu'elle a, celui qu'elle devrait avoir, plutôt dans cette guerre où elle se révèle un peu un nain politique, pas assez souverain, pas assez indépendant. Donc je vais donner la parole à Pierre Ménat qui va revenir sur une idée qui lui est chère. Depuis que je le connais, depuis 2017, Pierre Ménat me parle du plan Fouché. Alors c'était un plan de défense européenne. Pourquoi ce projet a-t-il été avorté? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi serait-il nécessaire de le réhabiliter aujourd'hui? Alors en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le plan Fouché a été présenté par le général de Gaulle en 1961. Le général de Gaulle trouvait que le marché commun était, je cite, entre guillemets, trop étriqué. Et il voulait donner une vision politique. De Gaulle n'était pas du tout, comme on l'a dit, anti-européen, mais il était pour une autre Europe plus politique. Donc il a présenté une union politique et de sécurité. Je passe les détails, c'est en 61. Elle n'a pas marché, en gros, parce que nos partenaires, pour deux raisons. D'abord parce que nos partenaires, des six à l'époque, voulaient que tout ceci soit rattaché à l'OTAN et aux États-Unis. Et deuxièmement, ils voulaient que la Commission européenne ait un rôle important et pas les États. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, ces deux arguments sont toujours là. Vous avez vu cette semaine, lorsque on parle de notre président a parlé de la difficulté qu'il y a à être suiviste, du souhait de ne pas être trop suiviste à l'égard des États-Unis, de construire une autonomie stratégique européenne. En fait, ce ne sont pas des propos choquants, mais vous avez vu les réactions qui montrent qu'on n'est pas du tout prêt à cela aujourd'hui. Le jour où on sera prêt, moi je propose un schéma avec un traité pour les États, avec une méthode un peu comme l'euro. Évidemment, il ne s'agit pas de reprendre le plan Fouché qui date d'il y a 60 ans, tel quel, mais de l'adapter avec une méthode un peu comme l'euro pour ceux qui veulent et qui en ont la capacité, avec une période de temps pour aussi petit à petit respecter des critères de dépenses militaires et de capacité militaire. Alors je constate avec plaisir que la salle, l'auditoire s'est rempli durant la conversation. Nous avons attiré des gens, c'est beaucoup plus plein vers la fin qu'au début. Alors je voulais vous récompenser ceux qui sont là en vous donnant la possibilité de poser des questions à nos intervenants qui aimeraient répondre à vos questions. Donc l'un plutôt sur l'Union soviétique et l'autre plutôt sur l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des questions? Non? La première est la plus difficile, donc on passe à la seconde question. Question ou observation, hein, c'est pas... Question ou observation Oui, madame. J'entends par là. On ne voit pas comment Poutine peut arrêter cette guerre. Comment Poutine peut arrêter cette guerre? Oui, mais ça, moi je vais vous dire, nous avons entendu l'avis de Christian Mécronis que je partage, mais je crois, si vous voulez, que pour l'instant, on est dans une période où les deux parties croient encore qu'ils peuvent avancer sur le plan militaire. Il y aura un moment, ça j'en suis persuadé, où des deux côtés, il va y avoir des pressions. Bon, du côté de Poutine, si vous voulez, il ne faut pas oublier que si le statu quo reste comme il est, il a quand même gagné une partie du territoire ukrainien, qui est, je crois, 16% environ. Et côté des États-Unis, un jour ou l'autre, ils vont dire bon, maintenant ça suffit, on va passer, parce qu'on va avoir les élections. Donc, je pense que vous avez on va dire une perspective peut-être à la fin de l'année d'avoir le début de négociations. Ça ne veut pas dire une solution. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une dernière avant qu'on arrête? Non? Peut-être qu'on passe à la table ronde suivante alors. Alors je vous invite à retrouver Christian Mécronis dédicace son livre juste en face et Pierre Ménat juste à côté. Donc ils sont juste dans la première rangée blanche là. Ils sont juste à côté. Ils dédicacent leur livre Le naufrage de l'Union soviétique. J'insiste, c'est un livre très littéraire.